Bonsoir, il est 18h dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales. Bienvenue à Sud Soir. Accident de la route au marché Thiaroye ce lundi, un vendeur de friperie tombé d'une charrette et écrasé par un bus Tata. Les détails avec El Hadj Moussa Thiam. Dès le début de cette édition, 7 décès déplorés, 46 nouvelles contaminations enregistrées et moins de 500 patients sous traitement. Tel est le bilan du jour de la Covid-19 au moment où les étudiants de la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar rejettent en bloc la reprise graduelle et menacent de paralyser les enseignements. En politique, nous parlerons de la pléthore de partis politiques au Sénégal. Plus de 300 sont recensés. La rationalisation, seul moyen pour assainir l'espace politique. Babacar Samb s'est penché sur la question sur l'international après la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée. Le président guinéen Alpha Condé accuse son homologue sénégalais Macky Sall d'accueillir sur son sol les ennemis de la Guinée. Vous aurez droit à la correspondance de Amadou Wouri Bari au moment où la Grande Île rend hommage à l'ancien président malgache Didier Ratsi Raka. En sport, Aliou Cissé face à la presse cet après-midi en prélude de la rencontre entre le Sénégal et l'Eswatini prévue demain au Stade Lat Dior de Thiès. Dominique Kounéné, le sélectionneur national de l'Eswatini, soutient que son équipe déjà éliminée veut sauver l'honneur. Info Éco complète cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Diaye. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Un car Tata tue un vendeur de friperie au marché Thiaroye. La victime est tombée d'une charrette avant que le bus Tata ne tombe donc sur lui. Correspondance depuis la banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam. Un bus Tata a mortellement faussé un jeune marchand ambulant juste à l'entrée du nouveau pont qui enjambe le terre au niveau de Teli Diallo. Selon un témoin de l'accident, la victime a chuté de la charrette qu'il avait loué ses services pour le transport de ses marchandises qu'il avait achetées dans le marché. Une chute qui n'a pas laissé le temps au chauffeur de Tata qui était juste derrière lui, le temps de braquer et de l'éviter. Mais malheureusement, le bus Tata écrase la tête de la victime qui rend l'âme sur le coup. Le charretier qui avait tenté d'enjamber le pont difficilement, qui a occasionné la chute, a pris la fuite après avoir constaté que son client est mortellement faussé par le véhicule. La police de Thiaroye, non loin sur les lieux du drame, s'est déplacée pour les besoins du constat. Les sapeurs-pompiers ont évacué le corps sans vie du jeune marchand de friperie dans une structure de santé. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. El Hadj Moussa Thiam, nous restons dans la banlieue dakaroise. Après le marché de Thiaroye, nous rendons à Diamniadio. Plus de peur que de mal à la sphère ministérielle B de Diamniadio. Un court-circuit enregistré ce matin au niveau du bâtiment du ministère du Développement communautaire. Un incident qui a donc plombé pendant plus d'une heure le fonctionnement de toute la sphère. Sans électricité ni Internet, la situation est finalement revenue à la normale. Une heure après, selon notre correspondante à Diamniadio, Denisia Sambo. Sud FM, l'info, c'est ici. Et nous parlons des dégâts collatéraux de la Covid-19. Les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines menacent de paralyser les enseignements. Ils contestent la reprise graduelle des cours décidée par les autorités universitaires. Marie-Rosalie Ndiaye. La reprise graduelle, ce que nous dénonçons et ce que nous n'accepterons jamais. Ils veulent, au même titre que leurs camarades des autres facultés, une reprise globale des cours. Des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines qui rejettent la décision de leur autorité. Pamna Ledjei, étudiant en master au département d'histoire. Vous êtes sans savoir que la reprise graduelle a été l'objet du taux de chèque important constaté cette année-ci, ici dans notre faculté des lettres et des sciences humaines. Ce qui est une injustice anormale. Les motifs qu'ils avancent, c'est le nombre pléthorique. Partez dans les plages, partez dans les boîtes de nuit, partez également aussi dans les réseaux, partez dans les transports publics. On autorise cela et on nous demande, nous étudiants, étant des responsables, des intellectuels, des futurs cadres de demain, de ne pas faire une reprise globale, comme si nous, on n'est pas conscients de la situation, comme si on n'est pas responsable de pouvoir respecter les mesures barrières. On dit au ministre Cheikh Oumar Anne de faire une reprise globale à la faculté des lettres. Il parle de discrimination et estime que les conditions d'une reprise graduelle des cours ne sont pas réunies. On nous demande de faire des reprises graduelles, on nous demande de faire des cours en ligne, alors que la majeure partie des étudiants ne sont pas boursiers. La majeure partie des étudiants habitent dans des coins les plus reculés du Sénégal où l'accès à l'Internet fait défaut. La majeure partie des étudiants n'ont pas de téléphone Android. La majeure partie égale aussi des étudiants
n'ont pas d'ordinateur portable pour pouvoir suivre les cours correctement. Ces étudiants qui ne comptent pas suivre la décision de l'autorité menacent de paralyser les enseignements. Nous attirons même l'attention du président de la République, de lui dire que notre plateforme est prête à aller jusqu'au bout en bloquant le système universitaire si toutefois il n'y a pas une reprise globale ici à la faculté des lettres et des sciences humaines. Parce que nous n'accepterons pas d'être des cobayes des décisions de nos autorités étatiques. Parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Ils invitent à cet effet leurs autorités à revoir leurs décisions pendant qu'il est temps pour se conformer à la volonté des étudiants. Marie-Rosalie Ndiaye, les ex-travailleurs de l'hôtel King Fahd, toujours dans le désarroi, ils ont été licenciés. En plus, leurs indemnités sont bloquées par les banques. Voici le secrétaire général des travailleurs de l'hôtel King Fahd, Véronique Ndour, jointe par Ndeye Mariam Ndiaye. C'est vrai que quand on s'est réveillé ce matin, on a vu que le PDG du King Fahd, qui défend les emplois, qui soutient le président de la République par rapport à la défense des emplois. Mais ce qui est paradoxe, il défend et soutient le président de la République par rapport aux emplois. Au même moment, il a licencié au King Fahd 76 pères et mères de famille. Au même moment, il dit qu'il soutient les femmes de Podor par rapport à leur crédit. Au même moment, des travailleurs de King Fahd, ils n'ont eu aucun soutien. Donc finalement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et que, comme on a eu à le dire, ce licenciement est arbitraire. Ce licenciement, c'est un règlement de compte. Parce qu'on ne peut pas sauver Jean et laisser Paul. Et encore, on vous dit, les travailleurs de King Fahd, c'est vrai, il y a une localité qu'on est en train d'aider, les gens de Podor. Mais les travailleurs de King Fahd, c'est des Sénégalais. C'est des Sénégalais comme tant d'autres. Et on a eu à travailler. Et ce qu'on a eu à travailler en tant que responsable, en tant que PDG, il a eu à bénéficier du résultat de ce que les travailleurs ont eu à faire. Et donc, parmi ces résultats, s'il ne serait-ce que venir soutenir les travailleurs, préserver les emplois, comme les autres l'ont fait. Beaucoup de patrons ont préservé les emplois et eux aussi, ils sont affectés par rapport à la pandémie. Comment ces gens-là font pour contenir les emplois? La pandémie ne touche pas que le King Fahd, il y a les autres hôtels. Donc, posons-nous la question, comment les autres ont fait pour contenir les emplois? Et qu'aujourd'hui, le King Fahd, les gens se déchargent sur les travailleurs en disant que ça ne marche pas. Au moment où ça ne marche pas, eux, ils sont assis sur leurs millions, ils touchent leurs millions de salaire. Les travailleurs sont laissés en rade. C'était Véronique Ndour, le secrétaire général des travailleurs de licenciement de 76 pères et mères de famille. Ces licenciements, je vous le rappelle, interviennent à cause de la pandémie. Justement, ce lundi, 7 décès ont été déplorés, 46 contaminations, dont 35 issues de la transmission communautaire enregistrées et 29 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, selon le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1139 tests réalisés, 46 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,04%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 11 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 35 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons totalisé 18 cas, dont 4 à Liberté 6, 2 à Diamniadio, Liberté 2, Mariste et au Plateau, 1 à Fann Résidence, Guédiawaye, Mermoz, Rufisque, Sébikotane et Yara. Dans les autres régions, il a été dénombré 17 cas, dont 3 à Kolda et à Vélingara, 2 à Saraya, Thiès et Ziguinchor, 1 à Kaolack, Saint-Louis, Tass négatif et déclaré guéri. 29 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce dimanche 28 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis et hospitalisés est jugé stable à ce jour. 38 566 cas ont été déclarés positifs, dont 37 040 guéris, 1044 décédés et donc 481 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 234 099 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Sud FM.
Parlons politique à présent avec la floraison des partis politiques. Désormais, plus de 300 formations pour seulement une population de 16 millions. Une véritable fragmentation du champ politique qui nécessite une rationalisation, nous dit Babacar Samb. 3 sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, 44 sous Abdou Diouf, puis un peu moins de 200 sous le magistère de Maître Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, le nombre de partis politiques dépasse la barre des 300 avec cette fragmentation du champ politique. Plus de 300 partis désormais dans un pays qui ne compte qu'environ 16 millions d'habitants et avec un fichier qui n'atteint même pas les 7 millions de personnes. Frustration, sentiment d'injustice, désir de révolte, rébellion au sein d'une formation politique, les facteurs qui incitent à la création d'un parti politique semblent être définis. Ce dimanche, c'était Déthié Fall qui a officialisé sa rupture avec Rewmi et mis sur pied son parti républicain pour le progrès, ou alors Oumar Sarr et compagnie qui se liguent autour du parti des libéraux et démocrates And Suxali suite à une grogne au sein du parti démocratique sénégalais. Colère contre les décisions du pape du Sopi. La liste est loin d'être exhaustive. Alors des questions préoccupent les esprits critiques. Pourquoi décider de quitter, de claquer la porte si l'on se sent combattu, injustement sanctionné ou relégué dans l'antre de la marginalisation? Pourquoi ne pas rester et lutter au nom de la justice, défendre des idéologies, mais aussi jauger sa véritable force au sein de la dite formation politique? Lors de la présidentielle avec la loi sur le parrainage, seuls 5 candidats étaient en lice, une vingtaine recalés parce qu'ils n'arrivaient même pas à recueillir 1% de l'électorat, soit seulement 65 000 électeurs requis pour valider leur participation à ce scrutin. Une loi qui a réussi à mettre à nu le poids de nombreux partis, des poids plumes, des formations politiques télécentres, saurais-je dire, qui ressuscitent la question de la rationalisation pour une démocratie éclairée, mais aussi sérieuse. Babacar Samb, vous l'avez dit, le dernier parti politique créé au Sénégal est celui de Déthié Fall. Il conserve son mandat de député car il a été élu par une coalition de partis. Mieux, l'article 4 de la Constitution précise que les partis et les coalitions de partis concourent à l'expression des suffrages. L'éclairage du professeur en droit constitutionnel Mohamed Ngouda Mboup avec El Hadj Malick Ndiaye. Je pense que c'est une nouveauté qui a été introduite dans la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001. Donc l'article 61 est très clair. Donc un député qui démissionne de son parti perd son mandat. Donc il faut démissionner de son parti pour perdre son mandat de député. Mais par contre, il ne faut pas faire une lecture littérale du texte pour comprendre cette situation. Pourquoi? Parce que le texte de la Constitution n'est pas complet. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 7 reprend la formule aussi posée à l'article 61 de la Constitution. Mais par contre, c'est que l'article 4 de la Constitution du Sénégal qui précise que les partis politiques et les coalitions de partis concourent à l'expression des suffrages. Ce qui fait qu'en réalité, une personne peut être investie par un parti politique ou par une coalition de partis. Du reste, l'article 61 n'a pas pris en compte la notion de coalition de partis, et ce qui suppose en réalité donc une anomalie et un vide juridique dans la mesure où le cas de Déthié Fall, qui était donc investi sur la liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal, n'était pas investi sur la liste, n'est-ce pas, d'un parti politique, comme tel est le cas aujourd'hui, par exemple, pour le député du Pire, Issa Sall. Et donc, du coup, en droit électoral, donc les restrictions, il faut les interpréter de façon stricte. Et s'il y a un flou, ça profite aux députés. Donc, ce qui suppose tout simplement que le député Déthié Fall, donc, il conserve son mandat de député parce qu'il n'est pas concerné en l'espèce, parce qu'il n'a pas démissionné, donc, de la coalition, donc, qu'il avait investi sur la liste et c'est pas pris en compte par la Constitution. C'était l'éclairage du professeur en droit constitutionnel Mohamed Ngouda Mboup qui se prononçait donc sur la conservation ou non du mandat de député de Déthié Fall, qui, je vous le rappelle, a créé hier son parti politique. Il est 18h14 dans nos studios. Vous écoutez sur la 98.5. Nous nous rendons à Tambacounda, où vous nous suivez également sur la 98.5. Plus de 13 km de linéaire de routes assainies et éclairées, ainsi que d'autres infrastructures sociales. C'est ce que Promoville est en train de réaliser à Tambacounda pour près de 9 milliards d'investissements. Boubacar Tamba.
Tambacounda change de visage et c'est le fruit de Promoville qui construit un linéaire d'environ 13 km de routes assainies et éclairées. Le ministre en charge du développement communautaire l'a constaté ce dimanche pour s'en féliciter, mais Samba Ndioben Ka assène. Mais un taux à quelques pourcents ne nous intéresse pas à un certain niveau. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un taux à 100%. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'État s'est donné les moyens de résilier le contrat et de contractualiser avec une nouvelle entreprise afin que ces travaux puissent se faire et dans les meilleurs délais. C'est un investissement colossal et aussi un espoir réel qui est créé au niveau de cette population. Et personne n'a ni l'audace, encore moins le devoir d'anéantir quand même cet espoir-là. C'est dans ce sens qu'on se donne les moyens de venir visiter ce qui se passe ici, mais aussi de donner des orientations pour qu'on aille vite. Eh bien, on n'a plus le temps. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des choses, mais de les faire dans les délais, mais aussi avec l'efficacité qu'il faut. Donc, je quitte la région de Tamba, très satisfait par rapport à l'état d'avancement. Par rapport aux problèmes de sécurité que pourraient poser ces infrastructures, comme posé par le député maire Mambalalou, le ministre du Développement communautaire rassure. Que les ralentisseurs sont prévus, de même que les feux tricolores également sont prévus pour un tout petit peu participer à la sécurité de la ville, mais aussi au renforcement de la circulation des véhicules. Parmi les nombreuses infrastructures sociales qui accompagnent ces chantiers de Promoville, figure en bonne et due place la gare pour gros porteurs. Des grincements de dents naissent du côté de Kédougou où jusqu'ici le moindre centimètre de route n'a été construit. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Pour Promoville Kédougou, le ministre du Développement communautaire soutient que ce n'est plus qu'une question de jour. Samba Ndioben Ka, on explique au micro de Boubacar Tamba. Là aussi, je voudrais vous rassurer. Le président de la République s'est dit qu'il faudrait que l'équité territoriale soit une réalité. Ce lundi, je serai au niveau de la région de Fatick pour lancer Promoville Fatick. Et dans les mois à venir, pour ne pas dire dans un mois, nous attendons la mission de la Badeya, où nous avons déjà introduit une requête qui est acceptée. Nous attendons que la mission de supervision de Badeya pour pouvoir lancer les travaux de Kédougou et de Kaffrine. Donc je voudrais juste vous rassurer à ce niveau-là. Il n'y a pas de parti pris et il n'y en aura jamais au Sénégal, tant qu'on est là. Et sur ce plan-là, Promoville Kédougou verra le jour très prochainement, Inch'Allah. C'était le ministre du Développement communautaire Samba Ndioben Ka. Le général Biram Diop quitte la Grande Muette après 40 ans de service. La cérémonie d'adieu a eu lieu au camp Dial Diop, compte rendu Odile Minkilan. La cérémonie était pleine d'émotions. Sous les ailes du vent et des sonorités de l'armée, le général Biram Diop marche lentement et fait ses derniers adieux aux états-majors des armées après 40 ans de loyaux services. Un grand chef militaire qui ne s'est pas limité à consolider les acquis, mais a donné une nouvelle impulsion, selon le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba. Votre commandement a permis de matérialiser vos ambitions pour notre institution, en plaçant les armées dans les conditions optimales de performance au triple plan organisationnel, opérationnel et logistique. En effet, toute votre énergie a été consacrée à préparer l'avenir, afin que, face aux nouvelles menaces, les armées soient en permanence en mesure de remplir leur mission de défense et de sécurisation du territoire national et des populations, tout en participant au rayonnement de notre pays dans le monde. Le général d'armée aérienne Biram Diop laisse derrière lui une mission exemplaire, a fait savoir le patron de l'armée sénégalaise. Mon général, les empreintes que vous léguez aux générations futures resteront indélébiles, gravées dans leur conscience collective, telles les résonances historiques et patriotiques qui étincellent, enflamment et enflent l'enthousiasme des soldats que vous aimez tant. Les voix graves des troupes, désormais orphelines, se manifestent. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Après la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée, le président guinéen accuse son homologue sénégalais, le président Macky Sall, d'accueillir sur son sol les ennemis de la Guinée. Correspondance depuis Conakry,
Amadou Wouribari. Alpha Condé ne cache plus son désamour à son homologue sénégalais. À la veille de l'élection présidentielle guinéenne tenue le 18 octobre 2020, Alpha Condé avait fermé la frontière avec le Sénégal, soupçonnant son rival, l'opposant Cellou Dalein Diallo, de vouloir déstabiliser le pays par l'envoi des rebelles. Cette fois-ci, Alpha Condé cite nommément le président sénégalais Macky Sall d'être celui qui accueille les ennemis de la Guinée, faisant allusion à certains activistes de la société civile qui ont trouvé refuge à Dakar pour échapper à la prison. Le chef de l'État vilipende le Sénégal, qui est selon lui le bastion de tous les complots de déstabilisation de la Guinée. Pour le président guinéen, Macky Sall avait souhaité que la Guinée brûle au lendemain du scrutin présidentiel, mais rien n'en est. Aujourd'hui se moque Alpha Condé, qui lance même des pics en disant que Dieu ne dort pas. Au lieu que la Guinée ne brûle, c'est leur pays qui brûle, faisant allusion aux dernières manifestations qui ont secoué la ville de Dakar à la suite du dossier Ousmane Sonko. Alpha Condé pense que son homologue Macky Sall traite avec des opposants qui le calomnient et va plus loin en affirmant que tous les complots le visant se font à Dakar. Cette sortie du président guinéen vient incontestablement compliquer davantage les relations déjà difficiles entre le numéro 1 guinéen et son homologue sénégalais. Réagissant à cette sortie du président Alpha Condé, des opposants guinéens prennent la défense du Sénégal et s'interrogent même sur l'état mental du président guinéen qui ne manque aucune occasion pour s'en prendre au président Macky Sall, qu'il accuse d'être proche de son principal adversaire, l'opposant Cellou Dalein Diallo. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Amadou Ribari, 3 morts et 5 blessés du côté de l'armée ivoirienne. C'est le bilan de l'attaque de 2 positions militaires au nord du pays. Ces attaques qui ont eu lieu la nuit dernière à Kafolo et Tehini. Correspondance depuis Abidjan, Justin Assalé. La Côte d'Ivoire frappée par 2 attaques terroristes dans la nuit du 28 au 29 mars 2021. Selon un communiqué de l'état-major général de l'armée, 2 positions de l'armée ivoirienne dans le nord du pays ont été attaquées par des individus lourdement armés. Le bilan de ces 2 attaques menées à Kafolo, à plus de 500 km au nord d'Abidjan, et à Kalobougou, au nord-est du département de Tehiri, à 700 km au nord d'Abidjan, font état de 3 morts et 5 blessés du côté de l'armée ivoirienne. On dénombre, selon le communiqué de l'état-major général de l'armée, la mort de 3 terroristes, 4 interpellés et la saisie de matériel logistique, armement, radio, munitions et motos suite au ratissage toujours en cours dans les 2 localités où les positions militaires ont subi des attaques d'individus armés en provenance du Burkina Faso voisin, peut-on lire dans le communiqué signé du général de corps d'armée, Lassina Doumbia. La position militaire de Kafolo avait déjà essuyé une première attaque d'individus jusque-là non identifiés dans la nuit du 10 au 11 juin dernier. Cette attaque jusque-là non revendiquée avait fait une 12aine de morts et 8 blessés dans les rangs des forces armées ivoiriennes. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Justin Assalé, retenez avec nous que la Grande Île a rendu hommage à son ancien président Didier Ratsiraka. Le convoi funéraire de l'ancien président a fait étape en fin de matinée au palais d'État de Lavo-Loha, qu'il avait fait d'ailleurs construire en 1975. Une cérémonie officielle avec l'actuel chef de l'État, la famille de Didier Ratsiraka et des membres de sa famille et le corps diplomatique a eu lieu dans la cour d'honneur du palais. Didier Ratsiraka a été inhumé cet après-midi au mausolée de la capitale qu'il avait fait construire pour les combattants nationalistes malgaches qui avaient perdu la vie lors de l'insurrection du 29 mars 1947 contre les anciens colons français. Et enfin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné ce lundi les violences absolument inacceptables, selon lui, en Birmanie, après le week-end le plus sanglant depuis le coup d'État du 1er février dernier. Il a appelé la communauté internationale à une plus grande unité et plus d'engagement pour faire pression sur la junte qui a pris le pouvoir. Pour rappel, la répression des manifestants pro-démocratie a fait plus de 100 morts en Birmanie. En sport, nous parlons de la rencontre prévue demain
donc pour les éliminatoires de la CAN 2021, la 6e journée notamment entre le Sénégal et l'Eswatini. Pour rappel, les deux sélectionneurs ont fait face à la presse cet après-midi. Tout d'abord, c'était le coach de l'Eswatini, Dominique Kounene. Donc le sélectionneur national a soutenu que son équipe déjà éliminée veut sauver l'honneur. À sa suite, Aliou Cissé, le sélectionneur national, a également fait face à la presse. Et parlons de ce match de demain contre l'Eswatini pour le compte de la 6e et dernière journée, comme je vous le disais tout à l'heure, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait savoir que le groupe a un bon état d'esprit, mais il fera tourner son effectif pour permettre aux autres de jouer, surtout qu'il a convoqué 30 joueurs. Il déclare: nous sommes sur la dernière ligne droite. Pour rappel, contre le Congo vendredi dernier, il avait mis en place le système 3-5-2. Parlons toujours de cette rencontre. Je rappelle que le Sénégal est déjà qualifié alors que l'Eswatini est éliminé. Match prévu demain 16h au Stade Lat Dior de Thiès. Nous parlons de beach soccer. 20 lions ont débuté leur stage de préparation ce lundi. Nous écoutons à ce propos Gala Silla, le coach des lions de beach soccer. Il est joint par El Hadj Malick Ndiaye. Le Sénégal va aborder le dernier virage pour un regroupement fermé. Donc aujourd'hui, les joueurs sont en train de faire des tests de Covid pour aller à Toubab Dialaw. Et ensuite, le soir, il n'y a pas de programme parce qu'on attend les résultats. Et on demande au bon Dieu que les résultats soient bons pour que tous les joueurs puissent reprendre les entraînements correctement dès mars. Donc sur ce, on aura envie aussi pour la semaine du 5 au 11, 3 matchs amicaux contre les Marocains, 8, 9 et 10. Donc vous savez, comme vous venez de le dire, avec 20 joueurs, il y a beaucoup de nouveaux qui viennent d'intégrer le groupe. Donc du coup, on va essayer de faire des situations tactiques offensives comme défensives pour permettre de contrer les Marocains et essayer de voir notre système de jeu. Parce que vous savez, le Sénégal avait un jeu direct et du coup, on a jugé nécessaire de garder le même système et aussi d'améliorer. Et ensuite, essayer d'intégrer les jeunes. Donc ces 3 matchs amicaux les 3 matchs amicaux vont nous permettre de bien voir quand même les jeunes qui viennent d'intégrer le groupe. Alors, pourquoi le choix du Maroc? Donc le choix du Maroc, parce que le Maroc aujourd'hui c'est un potentiel candidat pour la CAN. Parce que vous savez, ces dernières années-là, le Maroc a pris la place du Nigeria, parce que le Maroc était 5e sur le plan africain. Aujourd'hui, il vient en 3e place. Donc l'Égypte est 2e. Derrière le Sénégal qui est toujours premier. Donc le Nigeria n'est plus un potentiel candidat, d'autant plus même le Nigeria ne participe pas à la CAN. Donc du coup aujourd'hui le Sénégal avec les Marocains, les Égyptiens, même si on respecte beaucoup les autres adversaires, mais quand même le Maroc aujourd'hui pour moi c'est un potentiel candidat que le Sénégal devait jouer ces matchs amicaux-là pour juger les Égyptiens aussi. Retenez avec nous toujours que ces matchs-là sont prévus, le beach soccer, donc ce tournoi est prévu au Sénégal. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, ce lundi nous recevons El Hadj Mounirou Ndiaye, enseignant-chercheur à l'UFR en sciences économiques et sociales à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Il tire les leçons des mesures restrictives prises pour lutter contre la pandémie. Il faut d'abord regretter le temps perdu avant la levée de cet état de catastrophe sanitaire. Nous savons que le couvre-feu de 21h puis de minuit à 5h du matin avait arrêté beaucoup d'activités économiques, notamment dans le commerce et le transport. Nous savons également que l'année dernière, cette situation avait occasionné un préjudice économique assez important. Parce que pour une croissance économique escomptée à 6,8% en 2020, le Sénégal a dû se contenter de 1,5% selon les derniers chiffres du ministère des Finances. Vous voyez que donc il y a eu un impact économique très significatif. Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale, le Sénégal devait mobiliser 1000 milliards de francs CFA. Cette situation-là avait aggravé l'endettement parce que l'État a dû contracter des dettes supplémentaires. La dette du Sénégal a été portée à presque 66% du PIB et que le déficit public s'est aggravé également de 589 milliards de francs CFA en 2019. Nous sommes passés à un déficit public de plus de 1300 milliards en 2020. Ce qui fait que donc la situation est assez compliquée. Le fait donc de lever cet état de catastrophe sanitaire et que les activités économiques et informelles puissent reprendre, ça permettra de réduire les dégâts parce qu'il faut s'attendre à une année 2021 un peu morose sur le plan économique. Pour ce début d'année, le temps perdu est important.
Les activités arrêtées également ont été importantes. Il faudrait donc attendre la fin d'année pour faire l'évaluation. Mais le préjudice est déjà encaissé et il faudra faire attention dans l'avenir pour voir quelles sont les actions les plus pertinentes et qui n'impactent pas l'économie qui doivent être prises. Je pense que le président de la République doit prendre un recul pour repenser ses stratégies de riposte afin de ne pas affecter l'économie à ce point. Je pense qu'il faut tirer les leçons de l'année 2020. Il y avait même une étude qui avait été lancée par l'African Economic Research Consortium, l'AERC, qui est basée au Kenya. Je pense que c'est le professeur Abdoulaye Seck de l'UCAD qui avait été mobilisé pour analyser le cas du Sénégal. Cette étude-là avait montré que rien que si le confinement, les restrictions économiques atteignaient octobre 2020, la pauvreté au Sénégal allait atteindre 57% de la population, alors que nous en sommes à un taux de pauvreté de 34%. Vous voyez que donc c'est très dangereux de faire des restrictions économiques dans ce contexte-là. Le Sénégal a déjà lancé un PAP 2A, un plan d'action prioritaire ajusté et accéléré pour rattraper ce qui a été perdu par rapport à l'année 2020. Si on se remet maintenant à lancer des couvre-feux, à faire des états d'urgence qui ont un impact économique négatif, ça pourrait remettre en cause les objectifs qui sont fixés dans le cadre de la phase 2 du PSE. Donc il faudrait savoir que les Sénégalais, comme le président de la République l'avait déjà dit, doivent s'appliquer à vivre avec le virus. Je pense que c'est la meilleure démarche au lieu de prendre des mesures qui peuvent aller à l'encontre de l'économie et des résultats sur le plan économique. Merci à El Hadj Mounirou Ndiaye. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Hapsa Eliman Wan. 18h30 dans nos studios, c'est la fin de Sud Soir, le rappel des titres. Accident de la route au marché Thiaroye ce lundi, un vendeur de friperie tombé d'une charrette et écrasé par un bus Tata. Les détails, c'était avec El Hadj Moussa Thiam. 7 décès déplorés, 46 nouvelles contaminations enregistrées et moins de 500 patients sous traitement. Tel est le bilan du jour de la Covid-19 au moment où les étudiants de la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar rejettent la reprise graduelle et menace de paralyser les enseignements. En politique, nous avons abordé la pléthore de partis politiques au Sénégal. Plus de 300 sont recensés. La rationalisation est le seul moyen pour assainir l'espace politique. Babacar Samb s'est penché sur la question. Sur l'international, après la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée, le président guinéen Alpha Condé accuse son homologue sénégalais, le président Macky Sall, d'accueillir sur son sol les ennemis de son pays. Il a fait face à la presse. Vous avez eu droit à la correspondance de Amadou Wouri Bari au moment où la Grande Île a rendu hommage à l'ancien président malgache Didier Ratsirac, alors qu'en Côte d'Ivoire, 2 attaques terroristes de 2 positions de l'armée ont fait plus de 3 morts et 5 blessés. En sport, Aliou Cissé, le coach de l'équipe de Stawini, ont fait face donc à la presse cet après-midi. Aliou Cissé est donc prononcé sur ce match. Il est confiant. Pour rappel, le Sénégal est déjà qualifié et l'Eswatini éliminé. Mais selon le coach sélectionneur, son équipe déjà éliminée veut sauver l'honneur au Sénégal. Info Éco a complété cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci à lui. Merci également à vous, chers auditrices et auditeurs de Sen Radio. Nous sommes lundi et comme tous les lundis à 19h, retrouvez l'équipe de Rétro Sport, en l'occurrence El Hadj Malick Ndiaye, El Hadj Ibrahima Dieng. Ils reçoivent ce lundi Malick Daf, coach de l'équipe nationale des moins de 17 ans. Auparavant, vous avez droit à Sud Nutrition et au journal de la culture avec Amadou Moustapha Dieng. Très bonne suite.